Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la review des 2 derniers chapitres de Kingdom. Cette review sera je pense assez courte, l'histoire n'a pas beaucoup avancé, mais il y a quand même quelques éléments intéressants à traiter. D'ailleurs, je trouve que c'est mieux de parler de ces 2 chapitres d'un seul coup car ils sont très liés entre eux. Ils mettent en avant une chose très importante dans cette bataille et même plus globalement dans cette guerre entre Qin et Zhao, c'est l'unité qui règne entre la population de Zhao, donc les civils et les soldats de Zhao. Ils ne forment plus qu'un seul bloc et chacun d'entre eux est déterminé à repousser l'envahisseur. Et il y a 2 personnages qui jouent un rôle majeur dans cette unité. Il y a tout d'abord le seigneur des ténèbres, Kanki. Avec ses massacres à Kokuyu sur les civils et sur les 100 000 prisonniers, il est devenu l'ennemi numéro 1 de Zhao. Tout le monde veut sa tête, que ce soit les civils ou les militaires. Alors c'est très important d'avoir une population prête à se battre jusqu'à la mort pour le tuer, mais faut-il encore trouver un homme capable de mettre en place cette vengeance collective? Et donc le deuxième personnage qui permet une telle unité à Zhao, c'est évidemment Riboku. Grâce à son charisme, son leadership et bien sûr son intelligence, le pays entier s'est uni sous son commandement. Il est leur dernier espoir. Je l'avais déjà dit au début de cette bataille qu'on aurait eu une situation similaire à celle de Sai, où les civils de Zhao auraient un rôle important dans cette guerre. Et ça, on l'a vu dans le chapitre 737, où ils ont été jusqu'à empoisonner leur propre puits si ça pouvait permettre à Riboku d'écraser Kanki. Et là, Hara, en fait, il est en train de nous expliquer pourquoi la conquête de Zhao sera très certainement la conquête la plus longue et la plus difficile pour Qin. Parce que le peuple et les soldats ne font plus qu'un, parce que leur motivation est au plus haut et parce qu'ils sont dirigés par le personnage le plus intelligent du manga, Riboku. Alors, je sais que certains d'entre vous commencent à trouver la conquête de Zhao plutôt longue, ça fait déjà 15 tomes qu'on est dessus et c'est pas encore fini, mais sachez que ça ira plus vite pour les autres royaumes, Shu y compris, car aucun d'entre eux n'arrivera à atteindre une telle unité, une aussi grande motivation, et même s'ils ont d'excellents généraux comme Karin et Goumei, Riboku restera quand même un cran au-dessus. D'ailleurs, j'ai bien aimé le chapitre de cette semaine car il confirme ce que je vous disais lors de ma dernière review, que la notion de victoire n'était pas la même entre les deux camps, que pour Zhao, écraser l'armée de Kanki n'était pas suffisant, qu'il fallait absolument prendre la tête de Kanki, qui est tout d'abord l'ennemi national, mais qui est aussi maintenant l'un des 6 grands généraux de Qin. Le système des 6 grands généraux de Qin est le symbole de la puissance militaire du royaume. Perdre Kanki serait un coup très dur pour Qin, ça impacterait sa crédibilité dans son projet d'unification et boosterait leur motivation. Il faut donc absolument sauver le soldat Kanki. Et dans ce chapitre, on voit que c'est un peu la panique à Kanyu. On n'a plus de nouvelles de lui et Riboku a mis en place un tel blocus sur les informations qu'il est impossible de savoir ce qu'il se passe. Donc la situation est très tendue. Il faut envoyer des renforts, mais comment s'organiser? De nouvelles armées vont être mobilisées à la frontière nord avec Zhao. Ils vont sûrement organiser ça encore une fois à Taigen, mais cette fois-ci il faudra mettre à la tête de cette nouvelle armée un général talentueux qui serait capable de faire face à une nouvelle attaque provenant de Romu et de rejoindre Hussein. Car comme je le pense depuis le début, c'est sûrement Hussein qui viendra en renfort à Kanki. Mais c'est pas pour maintenant car Hussein n'a pas encore bougé. Il analyse la situation, il a sûrement compris que Kanki est tombé dans le piège de Riboku et il réfléchit à un plan pour le rejoindre mais sans tomber à son tour dans un piège. Donc au lieu de foncer tête baissée à Sekirei ou Gan, il veut s'assurer de ne pas se faire encercler. Pour cela, il préconise de capturer Romu, là où la nouvelle armée de Qin pourrait le rejoindre pour gonfler ses rangs et aussi capturer une autre forteresse susceptible d'abriter une autre armée de Zhao, la forteresse d'Anko. Et comme le dira Hussein, c'est là qu'on comprend vraiment la profondeur stratégique qu'offre le nord de Zhao, où les troupes de Qin doivent s'enfoncer profondément, loin des renforts et des ravitaillements pour espérer avancer. Donc là, tout comme à Gyu, ça va être une course contre la montre entre Qin et Zhao. Tout l'enjeu de la fin de cette bataille va être de savoir si Kanki va réussir à résister aux assauts de Riboku jusqu'à l'arrivée d'Hussein. Sinon, dans ce chapitre, Riboku lâche une bombe. Il dit que si un jour il devait subir une défaite écrasante où il serait sur le point de se faire complètement anéantir, que ça aurait été face à Kanki car il utilise des stratégies non conventionnelles, car il n'a aucune limite dans sa façon de combattre, mais que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui il se trouve face à un royaume uni dans son animosité contre lui. Alors le chapitre 738 s'appelle la nuque de Kanki, mais on aurait aussi pu l'appeler gloire à Riboku. C'est un chapitre qui est là clairement pour glorifier Riboku, pour montrer la grandeur du personnage
Et pour bien nous le faire comprendre, Hara a utilisé les deux personnages les plus intelligents du manga après lui. Je dis ça par rapport aux statistiques à la con que Hara donne aux personnages de Kingdom, et en leur faisant dire qu'ils ont sous-estimé Riboku, donc Usen et Shueikun. Mais perso, moi, ce genre de déclaration, ça passe pas. Ça passe plus. Riboku est l'ennemi principal de Kin depuis le tome 16. On sait tous de quoi il est capable. Qui plus est pendant l'invasion de son propre pays. Comment on peut dire qu'on l'a sous-estimé? En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas Kanki mourir. Tant qu'on ne connaîtra pas tout son passé, tant que le développement du personnage ne sera pas terminé, je vois pas Hara le tuer. Et je sens que son passé sera entièrement dévoilé lors d'un autre arc. Sinon, j'ai bien aimé Karioten dans ce chapitre. Elle a mis en place son propre système de signaux pour connaître la situation de Sekirei. Elle apporte donc des informations très importantes pour la suite du siège. Et pour terminer, parlons de Eki. Eki qui n'a pas succombé au poison car il n'avait pas bu beaucoup d'eau pour en laisser aux autres. Sa générosité lui a sauvé la vie, du moins pour l'instant. Vous le savez tous, depuis le début de cet arc, je sens que Eki va mourir. Et j'ai comme l'impression qu'on s'en approche. Pour l'instant, il est fait prisonnier. Je me demande ce que Hara lui réserve. Est-ce que Eki et les autres survivants deviendront une monnaie d'échange pour que Kanki libère les 1000 civils qu'il tient en otage? Peut-être bien, on verra bien. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!